C'est bon, on est en ligne. Bonjour à tous, merci pour cette rencontre au 5e Meetup Café du Boss que nous organisons depuis le début de cette période tellement bizarre que chaque dirigeant traverse. Le premier Meetup Café était lié à la façon de gérer ce moment de sidération. On avait réuni autour de la table des financiers pour aider à comprendre les premières mesures gouvernementales en matière de soutien financier pour cette période. Le deuxième était plutôt dans la déclinaison des ordonnances. Et puis, lors du troisième café, nous avons plutôt partagé sur les pratiques en matière de communication avec nos clients, avec les salariés. Ces salariés qui étaient soit en mode télétravail, soit en chômage partiel, soit sur site. Et puis, le quatrième café avait eu lieu pour finalement préparer ce qu'on appelait le D-Day, cette fameuse journée du 11 mai qui était une journée de déconfinement, dont on se rend compte qu'on ne sait pas trop si jamais on est confiné, déconfiné, complètement déconfiné. Il y a des régions rouges, vertes. Tout cela a l'air bien compliqué. Et la question que l'on avait envie de vous poser cet après-midi, c'était que retient-on et que ressort-on de positif dans tout cela? Pourquoi cette question? Parce que, au-delà du questionnaire dont Anne-Sophie Bourrigaud vous parlera tout à l'heure, auquel vous avez bien voulu répondre pour la plupart d'entre vous, finalement, la rencontre que l'on a avec vous, avec les dirigeants qui sont venus euh, parler sur ce plateau au travers des 4 premiers meet-up, eh bien, on les a trouvés vraiment conscients de la difficulté, c'est sûr, mais prêts à en découdre et prêts à affronter positivement cette épreuve d'un genre nouveau. Voilà, et les échanges qui vont être animés par Florence Le Névé, avec son professionnalisme qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer sur les 4 premiers cafés, ça va être de vous dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait bouger? C'est quoi le moteur de chacun dans cette période qui arrive? Qu'est-ce que vous trouvez de positif et qu'est-ce qui vous anime? Florence, je vous laisse la parole. Merci Olivier pour ce premier mot d'accueil. Vous le disiez, 5e Meetup Café du Boss. Effectivement, on a abordé ce 5e rendez-vous sous l'angle positif avec 5 intervenants qui ont accepté nous parler et comme toujours en toute transparence de leur quotidien depuis le début de la crise sanitaire, ce qu'ils ont appris d'eux, de leurs équipes, de leur organisation. Et je crois qu'on a tous un peu besoin de se projeter. Donc, on va commencer par les présentations. Avec nous, Maud Chevalier, vous êtes directrice conseil et associée d'Enjoy Your Business. D'Enjoy Your Business, qui est une filiale de WD Group, et vous êtes spécialisée dans le pilotage et l'animation des projets d'entreprise. Pierre-Antoine Gouraud, vous êtes professeur à la faculté de médecine de Nantes, praticien hospitalier au CHU de Nantes, entrepreneur, et vous avez été au cœur d'un projet incroyable durant cette crise sanitaire. On va y revenir évidemment. Patrick Vallée, vous êtes le président du directoire du groupe TIPCO, groupe de services numériques de Saint-Étienne de Grandlieu, qui fédère aujourd'hui plus de 1400 personnes. Olivier Croix, vous êtes le président de la société Monroc, spécialisée dans la fabrication d'essieux à Saint-Étienne-de-Bois en Vendée, une société de 80 salariés qui fait partie d'un vaste groupe familial CarePro, et vous êtes aussi le président du CDM, Comité de développement des industries de la métallurgie en Pays de la Loire. Enfin, je termine ce tour de table avec vous, Jean-Loup Racine, vous êtes le cofondateur de l'agence digitale Le Phare, à Nantes, qui emploie aujourd'hui 30 salariés. Et avant de rentrer un petit peu dans le vif, dans le cœur des échanges, je voudrais commencer avec vous par un petit tour de table, une petite météo, savoir comment vous allez, comment vous avez vécu cette période. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Patrick Vallée. Voilà, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Nous, on va bien, pour ce qu'il en est compte tenu de la crise sanitaire. Pour vous donner un peu d'informations chiffrées cette fois-ci, on est, comme vous l'avez dit, un peu plus de 1400 ETP fédérés,
Et donc chez nos clients, on est pour 17% sur ces 1400 chez nos clients. En télétravail, on est à 37%. Les supports, enfin administratifs, comptables, juristes, etc., 8%. Et on est quand même en arrêt avec 38% qui sont aujourd'hui soit en congé, soit en chômage partiel aujourd'hui. Donc, bon, cela dit, on est depuis 2 mois. Donc aujourd'hui, on a presque envie de dire que c'est une situation installée, qu'elle soit vécue parfaitement et avec le sourire beaucoup de fois. C'est même, on va dire, la généralité. Mais il y a quand même, disons, une usure qui se crée. Et on est très content d'avoir redémarré, même si le redémarrage se fait d'une façon assez lente. On a quand même tous nos clients qui sont aujourd'hui, même ceux qui avaient stoppé depuis une semaine, on est en contact avec eux, ils ont tous redémarré. Après, quand je disais dans quel état d'esprit êtes-vous, c'était à l'homme, à l'entrepreneur que je m'adressais. Donc voilà, comment vous avez vécu les choses et comment vous les vivez encore aujourd'hui? Ouais, déjà, moi je suis plutôt un homme d'action, donc à partir du moment où on est en permanence, donc, les journées sont longues, sont même plutôt épuisantes, hein, parce qu'il y a peu de pauses malgré tout, à la différence, je dirais, d'un mode de fonctionnement normal lorsqu'on se déplace en présentiel. On a les déplacements, là il n'y a pas de déplacement, donc c'est toujours en rupture. Euh, Maintenant, on a aussi eu je dirais des avantages à être confiné. On est plus proche de la famille, donc on passe plus de temps avec la famille. Donc, je vais bien. Je veux dire, on s'adapte en tout cas. Très bien. Je poursuis mon petit tour de table. Olivier Croix, comment ça va pour vous? Alors, moi, ma météo est changeante d'une journée à l'autre. Je vais avoir des coups de soleil, des coups de soleil au sens propre d'ailleurs, hein, parce qu'on peut passer un petit peu de temps dehors. Et puis parfois des zones de traversée de nuages, traversée de doute, une espèce de sentiment d'inutilité ou du moins voilà, d'absence de direction. Donc c'est un peu un mélange de tout ça, mais par contre, c'est vrai que je rejoins ce qu'a dit Patrick. On est peut-être nombreux dans ce cas-là ici et à nous écouter aussi possible. On est plutôt des hommes d'action, des femmes et des hommes d'action. Et dans l'action, en fait, je me nourris énormément. Donc c'est par l'action que je sors du brouillard et c'est plutôt ça qui occupe l'essentiel de ma météo. Maud Chevalier, enjoy your business, on est dans le positif. Vous-même, vous êtes dans quel état d'esprit? Oui, effectivement, chez Enjoy, le plaisir fait partie de notre ADN. Donc, on essaye de maintenir le cap pendant cette période-là, à la fois en interne vis-à-vis de nos collaborateurs et puis vis-à-vis des clients. On n'est évidemment pas dans le monde des bisounours, hein, donc on est conscient des difficultés. Mais c'est vrai que voilà, on a envie d'aller de l'avant. Et puis, nous, notre métier, c'est vraiment d'aider les collaborateurs à trouver du sens dans leur quotidien. Et je crois que cette question, elle est on ne peut plus d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça nous booste aujourd'hui dans ce qu'est notre métier, de se dire comment dans les semaines et dans les mois qui viennent, on va pouvoir aider les entreprises à faire en sorte que leurs collaborateurs retrouvent du sens dans ce qu'ils font au quotidien. C'est un vrai enjeu, mais c'est vraiment ce qui nous porte aujourd'hui. On y reviendra, ouais. On y reviendra tout à l'heure. Je poursuis mon tour de table avec vous, Pierre-Antoine Gouraud. Dans quel état d'esprit êtes-vous et comment avez-vous traversé? Ne me détaillez pas tout de suite le projet dans lequel vous avez été impliqué. C'est vraiment voilà, juste une photographie du moment. Alors, je crois, enfin, avec toute la communauté des enseignants et des hospitaliers, hein, puisque le CHU de Nantes est, on l'oublie parfois, la plus grosse entreprise de toute la région, avec ses 12 600 salariés. C'est vraiment dans un esprit de responsabilité, celui avec lequel on a répondu au premier moment de la crise, hein, où tout le CHU s'est réorganisé. Beaucoup de questions aussi du côté de l'enseignement, des étudiants et parfois des situations un peu difficiles. Et puis nous abordons cette période de déconfinement avec à nouveau un énorme sentiment de
de responsabilité. Je vous quitterai vers 17h45 pour aller piloter la cellule de déconfinement et de gestion de la politique de déconfinement par la donnée. Donc c'est vraiment avec un gros esprit de responsabilité qu'on se prépare à faire face à cette nouvelle période d'incertitude et avec certainement tous les outils et l'innovation qui peuvent être la nôtre, y compris en temps de crise. Merci. Jean-Loup Racine, je termine ce tour de table avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Ça va plutôt bien. On a mars et avril ont été des mois dans la continuité. On avait des commandes, donc on les a honorées. On commence à bien talonner au mois de mai, là, donc avec des mesures de chômage partiel. On n'est pas habitué à ça du tout, nous, dans nos métiers, donc c'est pas facile à avaler, il faut être franc. Après, moi, j'ai le sentiment quand même qu'on a bien préparé. Enfin, je souligne le travail des banques, le travail aussi des pouvoirs publics à nous aider dans la continuité. Donc, ça donne une certaine forme de sérénité. En plus, moi, j'ai la chance d'habiter dans un endroit qui est magnifique. Donc, je suis très bien chez moi, mais j'ai hâte le phare n'est pas réouvert en l'occurrence, hein, donc j'ai hâte de le réouvrir. Et puis surtout, nos clients, ils vont plutôt bien. Et ça donne, c'est bien. Nous, on a une belle activité dans l'agricole en ce moment et dans le bâtiment. Et comme vous le savez, quand le bâtiment va, ça va en général. Donc voilà, plutôt positif, optimiste. On commence à regagner quelques projets, donc c'est sympa. Alors, après avoir parlé de vous, on va quand même rester dans l'humain parce que il y a encore beaucoup de questions à aborder et on va parler de vos équipes, de vos collaborateurs, comment ils ont traversé cette période. Et je vais commencer avec vous, Patrick Vallée, parce que vous le disiez quand on a échangé pour préparer, on sent un certain épuisement, mais ce que vous notiez, c'est que vos équipes ont été formidables. Alors, en quel sens? Pourquoi vous me disiez ça aujourd'hui? Ah, vous avez le micro, Patrick Vallée. Il faut le remettre. Merci. Donc, on n'a pas entendu le début de votre propos. Oui, je disais que ils sont formidables et même admirables, mais je pense que je ne suis pas toujours objectif. De toute façon. Admirable parce que d'ores et déjà, même avant le mi-mars, on avait anticipé, donc c'est-à-dire pour mettre le maximum de personnes en télétravail. Hein. Donc ça, on a pu, je dirais, constater que tout le monde a vraiment bien joué le jeu. Ils ont été, je dirais, exemplaires sur le sujet. Admirable parce que aussi par la solidarité qu'ils ont eue entre eux, la fierté par rapport à Tipco aussi, de tout ce qu'on a essayé de faire pendant toute cette période-là, que ce soit les apéros, les réunions, je dirais, d'équipe, les réunions où on a eu de l'information. On a mis en place un Good Morning Tipco pour tous les matins, c'est-à-dire pour souligner tout ce qui avait été fait, disons ce qui était remarquable, et pour donner de la bonne humeur et de façon à ce que tout le monde ait le plus possible le sourire. On a également mis, parce que comme on a été attaché à le faire, une cellule de psychologues en place, hein, pour justement venir en aide, justement pour prévenir cet épuisement. Parce qu'on a bien compris assez rapidement, notamment dans la fin de la période de confinement, ça fait 2 mois que je suis confiné et j'envisage comment mon retour au travail. Donc les gens avaient besoin de parler. Je dois mettre mes enfants à l'école, mais je ne sais pas comment gérer ça. Je suis en télétravail et j'en peux plus. Ma famille est à plus de 100 km et on se déconfine et je ne peux pas encore aller la voir. J'ai perdu du sens du travail. Je vais reprendre les interventions, mais je ne suis pas très à l'aise par rapport à tous ces gestes de barrière et compagnie. Et puis, d'autres points, je suis confiné et je supporte plus ma famille, quoi. Donc c'est gentil affectueusement, mais je pense que pour certains qui se retrouvent dans des petits appartements avec les enfants et compagnie, ça n'a pas dû être tout rose. Comme le disait tout à l'heure Jean-Loup, quand on a la chance d'être dans un environnement sympa, eh ben, ça se passe beaucoup mieux, même si nous, on peut avoir d'autres interrogations par rapport à la partie économique. Mais bon, globalement, on le vit bien. Ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Donc, cette cellule que l'on a mis en place avec deux psychologues, elle tourne pas mal. Les gens ont besoin de se lâcher aussi. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, ce que je retiens, vous évoquiez l'implication, la solidarité. Olivier Croix aussi, c'est des choses que vous avez pu identifier au sein de vos équipes, dans des choses positives que peut-être vous voyiez moins avant.
Oui, ce temps d'arrêt a été révélateur de tout un tas de choses fantastiques. On voit des personnes qui se mobilisent pour imprimer des masques. On a deux imprimantes 3D à l'usine. On s'est mis à imprimer des masques sans rechigner, avec plutôt beaucoup d'allant et d'envie pour donner un coup de main gratuitement. On a aussi eu besoin de mettre beaucoup de monde en télétravail. Ça n'a posé aucun souci. Et pourtant, on sait très bien qu'on empiétait sur la vie personnelle parce qu'on entendait les enfants en fond de bruit. Et puis, les forfaits téléphoniques n'étaient pas une question, l'abonnement Internet. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui se sont mises en place de façon vraiment naturelle. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement admirable. Et puis ensuite, donc ça, c'est de la partie des équipes qui travaillaient à distance, mais on a aussi une usine avec de la production. Et donc cette usine, les gens, on s'est juste arrêté 4 jours. Donc en fait, ils ont été quasiment tout le temps au boulot. Et là, chez ces gens-là, j'ai remarqué une très forte envie d'aider. C'est-à-dire que quand je venais à l'usine, quand je viens à l'usine une fois par semaine, ils sont là vraiment en empathie avec l'activité, à chercher des solutions, mais comment on peut aider. Alors c'est extrêmement positif parce qu'on avait mis en place des choses qui s'appelaient Lâchons les freins, donc un projet d'implication des équipes dans trouver des solutions. Ça, c'était bien avant, c'était il y a 2 ans, on avait commencé ça. Et je sens beaucoup d'envie de contribuer encore plus à ce genre de réflexion-là pour aider l'entreprise. Et je trouve ça assez fantastique. Et puis le dernier point, c'est je suis à domicile, donc je les vois très peu. Quand je vais à l'usine, j'ai des qualités de relation. Alors j'en ai beaucoup moins, mais par contre d'une qualité extraordinaire. On échange des choses avec les équipes d'une profondeur que je n'imaginais pas aborder un jour. Donc à chaque fois que j'y vais, c'est très très fort au niveau du cœur. Mmh. Ça doit résonner pour vous, Pierre-Antoine Gouraud, cette envie d'aider, cette implication, parce que c'est vraiment au cœur du projet que vous avez porté, ce collectif. Alors, tout à fait. J'attendrai votre top départ pour vous parler du projet Maker, mais c'est globalement exactement les mêmes sentiments qu'on a ressentis. D'abord avec l'université, en mobilisant toutes les imprimantes 3D qu'on avait à disposition pour commencer à concevoir des masques, puis différentes pièces pour construire ces fameux respirateurs artificiels. Mais c'est vrai aussi du côté du CHU où en fait, très paradoxalement, vous avez toute une partie des équipes qui montent au front et qui organisent une nouvelle capacité avec une augmentation du nombre de lits de réanimation qui sont prêts à recevoir des patients Covid les plus graves. Et puis une partie de l'hôpital qui en fait passe aussi en chômage technique, hein, des opérations qui étaient moins urgentes qui sont déprogrammées, et puis tout un circuit pour les opérations urgentes pour des patients qui ne sont pas Covid, mais qu'il faut prendre encore en compte parce que des infarctus, des accidents de la route, malgré tout, eh bien, il y en a eu toujours. Donc vraiment bon niveau d'implication et d'adaptation. Maud Chevalier, vous aussi, vous les avez sentis, ces talents, ces changements, ces évolutions. Vous m'avez dit la période a été révélateur de talents. Oui, complètement. Moi, j'ai le sentiment d'avoir. Alors, chez Enjoy Your Business, on est une petite équipe. On démarre, on est 4, mais au sein du groupe, on est une trentaine de collaborateurs. Et j'ai vu vraiment des talents se révéler pendant cette période, des gens qui ont pris une place qu'ils n'occupaient pas forcément avant, qui ont pris des initiatives, une vraie forme d'agilité. Donc ça, c'est le premier point positif que je retiens. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'en termes de management, on a vraiment eu affaire à une autre forme de management, le management à distance évidemment, mais surtout, je trouve que ça a changé de prisme et on est vraiment sur un management par la confiance, un management à l'objectif, au résultat, plutôt qu'aux horaires, par exemple, comme ça pouvait être le cas encore dans certaines entreprises. Donc moi, j'ai bon espoir qu'il y ait effectivement un changement dans les modes de management, que ça puisse venir accentuer celles qui étaient déjà dans cette dynamique-là, et puis que ça éveille les entreprises qui n'étaient pas encore axées management par la confiance à ce type de management. Et puis, je rejoins Olivier aussi sur l'attention à l'autre. Je trouve que cette période, elle a vraiment eu comme bénéfice de faire en sorte que quand on pose la question le matin, comment tu vas, comment tu te sens,
on écoute vraiment la réponse. Et c'était pas toujours le cas. Et je trouve que là, on attend vraiment la réponse et il y a une attention sincère à l'autre. Et ça, je l'ai vu en interne et je l'ai vu aussi avec nos clients. C'est vrai qu'on a eu des relations complètement différentes avec nos clients. On a eu des discussions qu'on n'aurait sûrement pas eues pendant cette période-là. Donc, une vraie attention à l'autre. Mmh. Et Jean-Loup Racine, enfin, le discours de Maud Chevalier doit aussi vous parler en termes de management, parce que c'est des choses que vous aviez mises en place bien avant, un nouveau modèle de gouvernance, de direction d'entreprise. Alors tout à fait. Alors, dans le nouveau phare qui est au 14 rue des Martyrs, qui est une très belle maison, on avait voulu le placement libre. On voulait pas la contrainte des bureaux. Donc le fait d'être comme ça, ça avait permis très très vite d'encourager le télétravail déjà, parce que souvent quand on a des bureaux, si on n'est pas là, on travaille pas. Et donc dans du placement libre, si on n'est pas là, on télétravaille. Donc le télétravail s'est imposé de lui-même. Non, c'est plutôt effectivement la mise en place d'une gouvernance sous forme d'holacratie qu'on avait entamée il y a 2 ans et demi maintenant, avec un système de gouvernance, de cercle, qui a permis un contexte d'autonomie et de confiance tout de suite, avec une équipe solide, habituée à communiquer à distance, avec des outils de communication à distance. Voilà. Puis moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on se connaît mieux, je trouve. En 20 ans d'activité, vous connaissez les gens avec qui vous avez créé votre entreprise, un peu moins les petits jeunes, parce qu'ils sont plus jeunes, ils sont l'âge de vos enfants. Et là, je trouve que de les appeler tous les matins, on les connaît mieux, eux et leurs familles. Donc, vous avez découvert vraiment certains de vos collaborateurs finalement dans des choses un petit peu plus intimes peut-être que et je crois que c'est réciproque. Et je crois que c'est réciproque et ça les amuse beaucoup. D'accord. Et donc, ce qui est aussi intéressant, je reste avec vous, Jean-Loup, vous m'avez dit, dans cette période, le constat que vous avez fait, c'est que des verrous ont sauté, que les codes ont changé, et ça, pour vous, c'est vraiment important et réjouissant finalement pour l'avenir. Bah oui, parce que alors, je l'écris souvent, mais depuis 20 ans, moi j'explique que le web, ça crée le contexte d'une relation directe entre les marques, les entreprises et puis les utilisateurs ou les consommateurs. Et puis dans les faits, dans les entreprises, c'était pas vraiment vécu parce que il y avait de nombreux freins. Alors surtout vis-à-vis du commerce. Le commerce, c'est forcément physique, il faut toucher le produit. Ou le commerce, c'est toujours les commerciaux, c'est mon client. Et puis l'organisation avec de nombreux intermédiaires, surtout en France, quand vous fabriquez un produit, vous avez des négociants, des distributeurs et puis parfois des installateurs qui ne connaissez pas du tout votre utilisateur. Pendant le confinement, le fait qu'il y ait moins ces barrières et que le public ait envie d'avoir une relation directe comme ça fait sauter les verrous. Et aujourd'hui, pas mal d'entreprises commencent à comprendre qu'elles peuvent avoir une relation directe. Je prendrai des exemples qu'on n'a pas menés nous, mais que j'ai lus dans l'API. Donc, très bonne revue de presse et journal économique. Bonne source. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, l'initiative de Légulis, la société rennaise, avec ses champignons loups. Je ne sais pas si vous en achetez de temps en temps. Quand on va sur leur site web, c'est assez détonnant. Et vous avez la possibilité d'acheter des champignons en ligne. Moi, je trouve ça intéressant parce que ces gens-là s'autorisent à voir derrière le miroir ou de la grande distribution et donc commencent à approcher le consommateur comme ça. Il y a une autre boîte qui se trouve dans le sud Vendée qui s'appelle Louino, qui fabrique donc des équerres de fixation et des habillages autour des fenêtres et qui propose de commander directement en ligne. Alors que normalement, vous allez chez un négociant et le menuisier, il n'a jamais un rapport en direct avec le fabricant. Il y a Océplast dont vous avez parlé aussi, je trouve que leur dynamique est très intéressante, d'autres Vendéens, qui donnent la possibilité à qui veut aménager une terrasse, une claustra, de qualifier son projet et de trouver donc un installateur proche. En ayant la connaissance des marchés, on sert mieux ses clients. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le fait de pouvoir avoir une relation directe avec les marchés, ça crée le contexte pour les entreprises de pouvoir être moteur de leur destin et d'agir vraiment, d'avoir de la connaissance, donc d'être plus efficace. Ça change tout. Il n'y aura pas de retour en arrière pour moi. Il y aura pas et puis c'est très digital, donc c'est pas fait pour me déplaire, vous pensez bien. Mais voilà, ça c'est vraiment neuf. Je pense que le code a vraiment changé et cette conscience-là, elle est vraiment neuve.
Alors, on reviendra à sur cette question du numérique, évidemment, après, mais quand on dit faire sauter les verrous, évidemment, ça m'amène vers vous, Pierre-Antoine Gouraud, parce que là, je crois que vous êtes l'illustration parfaite d'avoir eu cette capacité à rendre des choses qu'on n'aurait même pas imaginé possibles il y a 3 mois en arrière. Voilà, racontez-nous un peu cette expérience que vous avez vécue. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du projet Macaire, donc qui est un respirateur, donc un appareil de ventilation mécanique. Hein. Les patients les plus graves atteints par le virus du Covid ont des lésions pulmonaires. Ils s'épuisent à essayer de renouveler l'air dans leurs poumons pour assurer des échanges gazeux, sortir le dioxyde de carbone, faire rentrer du dioxygène. Et puis les patients les plus sévères, en fait, s'épuisent, n'arrivent plus à faire ça, et donc on a besoin du relais d'une machine relativement complexe, hein, qui est un dispositif médical et qui va contrôler la ventilation des poumons de ces patients. Donc on va anesthésier, qu'on va placer en réanimation dans un coma artificiel pour pouvoir les maintenir en vie, renouveler l'air dans leurs poumons et puis progressivement attendre qu'ils récupèrent un petit peu de leur lésion. Et effectivement, quand le 16 mars au soir, un des entrepreneurs de la communauté nantaise, Quentin Adam pour ne pas le citer, m'appelle en me disant Pierre-Antoine, on se connaît, etc. On commence à être confinés, on veut faire quelque chose avec quelques copains entrepreneurs. Et apparemment, il faut bien se remettre dans cette situation. Je trouve que de mesurer l'incertitude dans laquelle on est encore et dans laquelle on a été, on va manquer de beaucoup de choses. Il semblerait que pour les patients les plus graves, on puisse manquer de ces respirateurs, des appareils de ventilation mécanique. Est-ce qu'on peut pas en concevoir un pour ça? Alors, je dis bah écoute, t'es gentil, mais c'est quand même un dispositif médical. Il y a un paquet de paperasse réglementaire à faire. On n'est pas dans le logiciel là, on est chez les patients, hein, dans la santé. Quand on innove, on valide et en général, ça prend un peu de temps. Alors on peut aller plus vite, mais voilà, on valide. Et si j'avais parié que donc le 16 mars, le lendemain matin, donc moi je suis en train de réorganiser mon service, mon collègue animateur même chose, j'appelle à 7h30, je dis donc qu'est-ce que tu en penses moi la transition logicielle, le numérique en santé c'est mon truc. Est-ce que vraiment on va manquer d'appareils? Pas très facile à dire, hein, c'est même encore difficile à dire aujourd'hui. On va manquer de plein de choses, peut-être d'équipes bien formées avant de manquer de machines, mais pourquoi pas? Et en tout cas, en tant qu'avec mon passé d'entrepreneur, c'est pas moi qui vais m'entendre dire non, mais ça marchera jamais ton truc. Donc je leur ai filé un petit coup de main progressivement en ayant un usage parcimonieux de mes collègues de l'hôpital et puis en amenant d'abord des ballons de baudruche de mon fils, puis une turbine que j'avais à la maison, puis un mannequin de réanimation, puis en se débrouillant pour trouver un appareil de simulation de poumons mécaniques à 50 000 euros, etc., etc. Et puis, vous voyez, 16 mars, premier contact. Le 3 avril, on fait respirer un animal avec une machine qui a été conçue. On est parti à 5. On est aujourd'hui plus de 350 à avoir rejoint le projet avec une espèce d'auto-organisation, beaucoup un usage massif du distanciel et vraiment une communauté de bénévoles qui sont aussi des experts dans chacun de leurs domaines, la communication, le réglementaire, la mécanique, le logiciel. Et donc on a mis au point ce Macaire, comme si on était en train de concevoir dans une période extrêmement réduite un dispositif médical avec tous ses attributs. Et donc le 29 mars, on a déposé un pré-dossier à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc vous voyez, on valide une machine comme on valide un médicament. Le 10 avril, un dossier quasiment complet a été déposé avec des essais cliniques et des essais précliniques. Alors là, le temps est un petit peu long parce qu'on attend la validation réglementaire. On pourra parler des frustrations administratives en tant qu'entrepreneur, en tant que chercheur. Je connais les deux. Et donc, on a aujourd'hui dépassé le temps d'évaluation réglementaire par rapport au temps de conception. Et pourtant, notre machine progresse et nos perspectives, y compris industrielles, progressent. Donc, ça a été vraiment pour moi une aventure incroyable de voir comment des entrepreneurs peuvent faire équipe avec des universitaires, comme je le suis, avec le monde hospitalier, pour concevoir et tester cette machine. Aujourd'hui, on attend le feu vert de la NSM
pour tester selon un vrai protocole de recherche clinique chez l'homme. Mais on a des machines qui sont en dehors de la France, en particulier en Roumanie. On en a plein qui sont testés dans différents CHU en France. Donc on a relevé ce défi avec beaucoup de choses très impressionnantes. Ce distanciel, cet engagement à géométrie variable, qui fait qu'il y a certaines personnes qui ont aidé dans le projet, peut-être les 3-4 premiers jours, ou qui ont eu d'autres engagements, que ce soit familiaux ou professionnels. J'ai été très impressionné de voir à quel point notre organisation a permis de faire en sorte que les uns et les autres puissent se mobiliser. Mais ce qu'on Paradoxalement, retient, oui, vraiment, c'est que voilà, vous avez été en capacité de faire sauter des verrous, d'avancer beaucoup plus vite que vous n'auriez pu le faire dans une période normale, en jouant le collectif, en partageant les informations, en partageant vos contacts, votre réseau. C'est vraiment ça qui est intéressant à retenir de la période. Absolument, on a aussi beaucoup utilisé l'open innovation, c'est-à-dire que ce sont des logiciels qui sont libres de droit. Ça veut dire que chacun est libre de critiquer. Voilà. Et pour moi, c'est très lié en fait à cette valeur commune d'entrepreneuriat que nous avons. Hein. Beaucoup d'entrepreneurs, même quand ils viennent du monde universitaire, finalement, des entrepreneurs sont des gens qui prennent des risques mesurés, mais qui savent aussi parler de leur business, parler de leurs idées pour pouvoir recevoir de l'information, du feedback, que ce soit des clients ou des membres de la communauté. Donc pour moi, c'est très lié à cette notion d'open innovation, de logiciel libre. Finalement, il y a plus de valeur dans l'exécution que dans le fait d'avoir l'idée. Et donc, on a vraiment reçu ça de plein fouet, un petit peu comme Maud le disait aussi. Hein, on voit bien qu'en temps de crise, en fait, les énergies aussi, elles se mobilisent. Ça gomme un certain nombre de défauts qu'on aurait tendance parfois sur lesquels à choper en temps réel. C'est parfois plus compliqué pour les institutions de transformer leur posture. Oui, c'est vrai que je sais qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce projet. Je vois l'enthousiasme que vous avez. Je vois Olivier Croix, Patrick Vallée, tout le monde qui vous applaudit sur voilà cette expérience que vous avez eu l'occasion de vivre. Mais voilà, on va essayer d'avancer aussi sur je voulais aborder la question du numérique. Vous l'avez un petit peu abordé. Effectivement, on peut se dire aujourd'hui. Alors, je vais peut-être revenir avec vous, Jean-Loup Racine. Le numérique, c'est au cœur de votre métier. Là, ça a été vraiment un élément fort parce que ça a permis le télétravail. Teams, Zoom, Slack, et pour ceux qui sont les habitués de ces rendez-vous boss to boss et FIConnect, on a tous eu expérimenté ces nouveaux outils. Qu'est-ce que vous en retenez, Jean-Loup Racine, et qu'est-ce que ça, voilà, en quoi ça nous a permis de maintenir de la performance, du lien, c'est quoi? Alors moi, j'ai trouvé en fait que les outils en ligne, ça change tout, ça accélère même les ventes. Alors, si on trouve des clients, bien entendu, mais ça facilite l'organisation des réunions. Vous savez, on passe notre année à nous dire proposez-moi 3 dates, et puis elles sont bloquées dans les agendas, et puis les agendas, ils sont bloqués, ils sont toujours bloqués. Ça permet d'avoir aussi des lieux de réunion qui commencent à l'heure, comme aujourd'hui par exemple, hein, donc la visio. Et puis il y a un peu moins de protocoles, je trouve, c'est plus cool. On autorise des choses qu'on ne s'autoriserait pas à faire, quoi. Donc, et ça raccourcit vraiment les calendriers, je trouve, la visio. Et Cyril Courlet, donc, qui est fondateur de Boss to Boss, hein, je ne sais pas s'il nous écoute aujourd'hui, qui est aujourd'hui chez Allure Yachting, nous disait la semaine dernière que sur l'exemple de ce qu'on a fait avec Boss to Boss, avec ces webinaires, lui, il en a organisé, il a touché 4000 personnes. Et donc, ça démultiplie vraiment, vraiment le champ des actions possibles. Et moi, j'ai même vécu cette expérience à titre personnel. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Un contact entrant d'une entreprise qui me dit bah, on aimerait bien vous réentendre. Est-ce qu'on peut organiser avec mon comité de direction quelque chose? Une recommandation et une commande. Donc, et tout ça sans aller, sans faire 400 km, sans avoir la problématique de gestion des agendas. Et comme par hasard, les agendas étaient libres. Donc voilà, en temps normal, il aurait fallu beaucoup plus de temps et je ne suis pas sûr que j'aurais touché notamment le comité de direction. Donc pour moi, ces outils-là, ça offre la possibilité d'accélérer les ventes.
Patrick Vallée, c'est un élément que vous avez constaté. Alors vous, compte tenu de votre secteur, évidemment, voilà, remettez le micro. Vous étiez déjà, voilà, assez familiarisé forcément avec ces outils, mais vous avez eu l'occasion de constater que il y avait une utilisation peut-être supplémentaire, notamment au niveau commercial, et que ça pouvait être aussi accélérateur ou facilitateur de business. Je pense que là, on peut remercier le Covid pour avoir encore augmenté le digital. Alors bien sûr, ça ne remplace pas la relation directe, hein, et notamment les commerciaux aiment ce lien. Ils aiment, on va dire, regarder la gestuelle, regarder les regards, et ce qu'ils ne commandent n'est pas possible quand on est en visio. On a gagné en efficacité, comme vous le disiez, les débuts de réunion, etc. Il faut aussi prendre le temps pour faire des pauses, bien sûr. Et sur les relations commerciales, parce que vous m'avez interrogé dessus, on a fait nos premières soutenances par visio. Ça, c'était avant le Covid, c'était impensable. Même si on est habitué, je dirais, de relations numériques avec les visios, aujourd'hui, aller quasiment conclure sur des dossiers qui généralement s'étalent sur un an, c'est une première en fait, hein. Même si on avait déjà 80% des relations commerciales qui se faisaient déjà d'un point de vue numérique, avec tout ce qui est la documentation, je dirais, qui est déjà, on va dire, numérique depuis très 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 longtemps. Il reste un petit schéma à franchir. La signature électronique n'est pas encore complètement descendue dans toutes les sociétés, en tout cas, hein. Le courrier a encore, disons, encore un petit peu de chemin pour lui, quoi. Pierre-Antoine Gouraud, je vois que le temps passe et je sais que vous avez un timing très serré, donc je voudrais voilà, vous faire réagir sur ces nouveaux outils. Ça a vraiment été un usage plus important, une découverte, ça a facilité les choses. Moi, je voudrais beaucoup lier en fait cet usage massif aux outils numériques. Alors, c'est vrai dans nos interactions en temps de groupe, hein, et vous imaginez bien qu'à 350, des conférences de type celle que nous avons aujourd'hui, où on fait ce qu'on appelle des AMA, des Ask Me Anything, ou bien des outils comme Slack pour lesquels qui ont vraiment été clés dans l'organisation de nos échanges. Je trouve que paradoxalement, ces outils matériels numériques, de même que nos qualités de leadership en tant que chef d'entreprise, en tant que meneur de projet, finalement, parce qu'on est en dehors de ces outils matériels, ça nous amène à être plus humains. Et paradoxalement, il y a deux entrepreneurs là, que je voudrais saluer, qui sont Marc Julien et Eric Necker, qui sont les fondateurs de Diabeloop, qui est une société française qui crée un pancréas artificiel, qui nous ont rejoints très tôt dans l'aventure, au bout d'une semaine. Et Marc me disait, mais c'est incroyable, Pierre-Antoine, tu finis mes phrases exactement comme mon associé. Et pourtant, nous nous étions rencontrés une fois à travers France Biotech, donc on ne se connaissait pas vraiment. Et c'est la crise, c'est aussi ces enjeux du numérique qui nous appellent paradoxalement à être encore plus humains dans nos manières d'être avec les autres. Et ça, je crois que c'est vraiment, en tout cas moi, une des leçons que je retiendrai de cette période un peu hors norme, un peu extraordinaire, qui nous appelle un peu à nous dépasser. Et paradoxalement, ces outils du numérique, parce qu'ils sont immatériels, nous appellent, insistent encore plus sur nos qualités humaines, nos qualités d'interaction les uns avec les autres. Jean-Loup le rappelait, comment tu vas ce matin? C'est pas juste ça va ou what's up ou how are you, je sais pas quoi. Non, parce qu'on est en temps de crise, y compris quand on n'a pas ce support matériel, c'est important de se réapproprier notre humanité à travers ces outils et ces conditions un peu extrêmes. Donc ce que vous diriez, enfin, voilà, ce que je retiens, c'est que le numérique ne se fait pas au détriment de l'humain et que finalement, voilà, les deux peuvent fonctionner très bien ensemble et que ça n'enlève rien à la relation. Tout à fait. C'est même, je crois, ce serait un piège que de penser que les outils vont se substituer ou nous amoindrir. Au contraire, ils nous mettent en responsabilité et finalement soulignent à quel point on a encore plus besoin d'être des leaders, de proposer une vision, d'accélérer, de prendre en compte les contextes des uns et des autres. Et à période hors norme, capacité exceptionnelle, le numérique nous rend plus humains, paradoxalement. Maud Chevalier, sur cette question du numérique et de l'humain, j'imagine que voilà, ça vous parle. On parle, alors c'est vrai que chez nous, on propose nous un outil collaboratif, une plateforme collaborative
Et on se rend compte qu'il y a un peu eu deux temps dans cette période. Il y a eu effectivement le temps où chacun a eu besoin de s'équiper en matériel de visio, d'interaction, pour pouvoir communiquer et garder le lien avec ses équipes. Et ça, voilà, il y a plein d'outils qui le font très bien. Et puis là, on a l'impression, en tout cas nous chez Enjoy, de rentrer dans une deuxième phase qui est de se dire, en fait, comme le télétravail va s'installer dans la durée a priori, il y a garder le lien avec ses équipes, c'est une première étape, mais derrière, il y a comment finalement j'arrive à collaborer, à gérer mes projets, à faire avancer mes projets et à donner de la visibilité à l'avancée de mes projets à l'ensemble de mes collaborateurs. Et du coup, on a eu, nous, chez Enjoy, une forte demande des entreprises sur notre outil qui sert à ça aujourd'hui, en se disant, OK, on a gardé le lien, on a organisé des cafés visio, des apéros, des good morning, etc. Mais pour autant, les collaborateurs ont besoin aujourd'hui de comprendre effectivement le cap de l'entreprise, comprendre où on va, et puis d'y voir clair un petit peu dans les différents projets, parce qu'on a lancé plein d'initiatives pendant cette période. Il y a un moment, il va falloir aussi qu'on sache se redire quels sont les projets prioritaires et pouvoir suivre l'avancée de ces projets-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce besoin sur ces outils non seulement collaboratifs, mais qui donnent de la visibilité aux équipes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on sent vraiment et on a pas mal de demandes dans ce sens-là aujourd'hui. Après, je rejoins évidemment les intervenants sur l'aspect effectivement humain. Dans les verrous qu'on sautait, moi, je m'étais noté aussi qu'il y a un verrou sur les émotions qui a sauté. Je trouve qu'aujourd'hui, on s'autorise à parler émotions en entreprise et je pense qu'il y a eu une vraie accélération là-dessus pendant ces 2 mois où oui, la peur, la colère, la joie, la tristesse, c'est des mots qu'on utilise aujourd'hui dans l'entreprise. Je pense que ce n'était pas le cas avant. Et effectivement, c'est en train d'arriver et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, à nous de savoir aller chercher justement les émotions de nos collaborateurs. Je voulais rester sur la question du numérique, mais après on pourra revenir sur la question du sens avec vous, Olivier Croix. Alors peut-être que dans votre secteur, vous étiez moins habitué à l'usage de ces outils numériques. Est-ce qu'il y a eu un changement et est-ce que vous vous dites que demain ça sera différent? Ce que j'admire dans cette période qu'on traverse, c'est ce mot qu'on connaît bien dans nos métiers, peut-être un petit peu plus que dans certains de chez vous, c'est la résistance au changement. En effet, on est une population plutôt traditionnelle de mécaniciens avec une belle résistance au changement, bien ancrée. Là, tout ça a vraiment explosé en vol. C'est-à-dire qu'on a vu que le pays était capable de se réinventer en quelques semaines. Donc forcément, tout le monde dans l'entreprise comprend qu'on peut remettre des choses en question, on peut tenter des nouvelles façons de fonctionner. Et je vois sur le travail à distance, il y a des pas qui ont été franchement avancés. Avant, on avait du mal à faire des codir à distance. Maintenant, la question ne se pose plus. Et c'est vraiment ancré. Et je crois, oui, que ça va se répéter, que ça va durer, et qu'on n'est pas juste dans un effet de mode qui va s'arrêter là. On a gagné trop de temps, en fait. Comme le disait Jean-Loup, on gagne trop de temps. On n'est plus obligé de prendre la voiture pour faire 1 heure de route pour aller en rendez-vous, ou 4 heures. Donc, on ne peut plus faire marche arrière. Alors, bien sûr, il y a des choses qui vont revenir un peu comme avant, mais pas tout. Donc, il y a des changements qui sont un petit peu déjà engagés. Et j'aime bien le plus humain là, qui a été cité, c'est qu'en plus, on sait être plus humain, je le disais tout à l'heure, on se voit moins, mais on se voit mieux. C'est vrai, je pense. Et effectivement, ce que vous avez dans les échanges qu'on a eu en amont, ce qui est remonté, c'est aussi ce temps qui s'est un petit peu arrêté, a permis une certaine prise de recul un peu salutaire. Et je vais revenir sur ce sujet-là, Maud Chevalier, avec vous. Ça nous a permis de ralentir et peut-être qu'il était temps d'avoir ce temps de pause. Sûrement, oui. Alors, ralentir, quand on entend des initiatives comme celle dont nous parle Pierre-Antoine, c'est pas forcément le mot ralentir, peut-être qui convient le mieux, mais je suis convaincue que cette période, elle a eu effectivement pour mérite de faire une sorte d'arrêt sur image pour un certain nombre d'entre nous, quand on a 12 millions de salariés français en chômage partiel,
quand les avions ne volent plus, quand les trains ne circulent plus. Je crois que ça change de rythme et ça incite en tout cas chacun à se re-questionner sur son rythme, sur son propre rythme. Il y a des enquêtes qui sont parues qui disent qu'aujourd'hui, plus de 2/3 des Français a profité de cette période pour re-questionner ses modes de vie, ses modes de consommation et son rapport au travail, son rapport au temps. Nous, on a posé la même question à nos collaborateurs en interne. On arrive même à 84% des collaborateurs qui ont ces questions-là aujourd'hui, de rythme et de temps. Alors, j'oserais effectivement le terme de slow management, parce que je suis convaincue que ça a des répercussions effectivement sur les modes de management. Alors, le slow management, ça ne veut pas dire manager au ralenti. Ça veut dire simplement remettre l'humain au cœur des organisations, prendre le temps d'écouter ces équipes. Et ça, on l'a fait pendant cette période-là, hein, on l'a tous partagé. Et je crois que les équipes ne vont pas comprendre qu'on arrête de le faire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va devoir perdurer. Si effectivement, on a pris le temps de s'écouter, de se parler, de se questionner vraiment, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on maintienne. Et je pense que, en tout cas, les équipes sont en attente de ça, de cette forme d'écoute qui a eu lieu. Et puis, oui, sur nos rythmes de vie, c'est ce qu'on dit là, mais on a expérimenté plein de choses qui nous ont permis de gagner du temps sur un certain nombre de sujets. Pourquoi on reprendrait un avion pour aller faire un premier rendez-vous de prospection pour aller à Marseille, alors que ça s'est très bien passé en visio. Donc, je pense effectivement qu'on va trouver de nouveaux modes de travail et que ça va impacter à long terme ces nouveaux modes de travail. Et je crois beaucoup à cette tendance, non pas de ralentir pour ralentir, mais plutôt de savoir prendre des temps un peu d'introspection et de pause pour pouvoir accélérer dans les moments où il y a vraiment besoin d'accélérer. Et je crois vraiment en ce rythme un peu, voilà. De casser les rythmes par moment pour se poser des questions. Exactement. Moi, j'ai eu plein d'entrepreneurs qui m'ont dit, bah, en fait, je savais que je devais ralentir, mais j'arrivais pas à ralentir parce que le rythme faisait que. Et quand tout d'un coup, ben, la France et voire le monde est quand même en pause d'un certain côté, ben, ça force à ralentir et ça a fait du bien, je pense, à pas mal de monde, effectivement. Alors, Pierre-Antoine Gouraud, vous n'avez pas vraiment ralenti parce que c'était quasi du non-stop. Pour autant, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que cette période nous a obligés à nous re-questionner, à nous reposer un certain nombre de questions? Je suis vraiment tout à fait d'accord sur le fait que ça nous a fait prendre énormément de recul, simplement parce qu'on était dans un contexte différent. Situation hors norme, on prend de la distance par rapport à nos habitudes dont on n'avait pas beaucoup conscience. Et par contre, et puis on posait la question sur les questions sur le chat, il y a une transition numérique qu'on a fait à marche forcée beaucoup plus vite avec le projet Maker, c'est que on est passé d'une industrie du dispositif médical qui par ailleurs n'était pas tellement française, qui relevait plutôt de la mécanique de précision, à en fait des dispositifs médicaux qui ont fait la transition logicielle. Alors nous, on l'a fait en conscience, c'est ce qui m'a intéressé dès le premier jour, mais on est passé à une nouvelle génération de machines qui contrôlent tout par le logiciel. Quelque part, elles compensent des imperfections des pièces ou elles utilisent des composants beaucoup plus standards parce qu'on est passé en gestion logicielle. Donc on a fait une transition numérique à marche forcée, et c'était peut-être plus facile pour un groupe de béotiens de le faire qu'une industrie qui avait ses habitudes, la confiance qu'elle a dans ses pièces et qui fonctionne très bien. Eh bien, nous, avec ce projet-là, on a vraiment accéléré aussi une rupture technologique grâce au logiciel. Et on a des dispositifs médicaux qui sont traditionnellement un peu retors à la transition numérique et qui, avec ce genre de crise et de situation, font vraiment, on a fait cette transition. Donc là, on a gagné certainement des années de transition douce de R&D. Bien, on l'a fait sous l'impulsion de la crise. Voilà. Et voilà, vous êtes obligé de nous laisser. Je file au CHU, mais merci d'avoir pris ce temps pour vous connecter avec nous ce soir, en tout cas. Et j'espère qu'on pourra prolonger ces échanges avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Alors, restez avec nous parce qu'on continue. C'est juste Pierre-Antoine Gouraud qui devait nous laisser. Et je voudrais revenir sur cette question de prise de recul avec vous, Patrick Vallée, parce que vous l'avez évoqué, cette question du sens qui, du coup, est beaucoup revenue aussi dans ce moment. D'un point de vue perso, évidemment, on appelle plus souvent notre famille et nos amis, peut-être
presque plus qu'avant. C'est aussi l'occasion de se rapprocher. D'un point de vue au niveau de l'entreprise, aménager notre planning, notre quotidien pour faire sorte de bien vivre ensemble. Et puis c'est merveilleux de pouvoir être là pour les autres aussi, hein. Ça c'est évident. Ce que je voulais signaler aussi, c'est peut-être un constat. TIBCO a 90 points. Donc nous, on est habitués à, je dirais, travailler ensemble en étant déjà éloignés. Donc ce mode de fonctionnement, il ne fait que renforcer. Dans les points qu'on parlait tout à l'heure de comment de faire craquer les verrous, et les vues dans le management, des managers qui n'étaient pas convaincus que le télétravail, l'efficacité était, je dirais, identique. Non seulement l'efficacité, elle est là, mais elle est même parfois plus supérieure. Après, il faut voir les conditions, comme je le disais en introduction. Donc, tous ces éléments-là sont, je dirais, font en sorte que manque le mode de fonctionnement que l'on a, nous, l'autonomie était déjà la règle chez TIBCO. Vous imaginez bien qu'avec notre maillage et surtout une société dont l'activité à 50%, c'est la maintenance, les gens se prennent déjà, disons, eux-mêmes en main. Alors, donc, c'est peut-être pour ça aussi, en fonction des métiers, en fonction je dirais de l'entreprise, de la façon dont elle a ses activités, ça peut être un petit peu différent. Nous, on continue. Le numérique, je dirais, évidemment, va prendre encore plus de place dans nos vies, parce qu'aujourd'hui, on y a goûté. Le télétravail va être encore plus important. C'est tout un monde qui va changer. On a, nous, d'ores et déjà, disons, anticipé sur le fait que le télétravail va perdurer d'une façon plus importante en équipant nos collaborateurs avec des écrans, en leur changeant leur siège, parce que les sièges de Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde sont peut-être pas suffisamment confortables. Donc, le pli est pris, en tout cas, pour nous. Et alors, ce que j'entendais, Olivier Croix, c'est que le numérique, ça a permis de réduire les déplacements, que le télétravail, voilà, on réduit les déplacements, on se rend compte qu'on peut avoir la même productivité et finalement, en étant moins impactant pour la planète, j'imagine que voilà, ça vous parle et j'ai envie justement que vous nous parliez de Mission Change. C'est quoi ce projet que vous portez et comment est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la période a permis aux chefs d'entreprise de se dire que plus que jamais, ils avaient une responsabilité en matière environnementale et qu'ils devaient en tenir compte? Une entreprise doit gagner de l'argent, c'est une évidence, mais en effet, je pense qu'on est nombreux à vraiment se reposer des questions dans le bon ordre en se disant « Ok, on a un besoin de rentabilité, mais on a aussi une responsabilité qui va au-delà de ça. » Et nos entreprises vont au-delà de ça. Et je crois que sur le domaine de l'environnement, il y a des vraies questions qui ressortent. Je pense qu'on va parler du résultat d'un sondage là tout à l'heure et qui va le montrer. Et ce n'est pas le seul sondage qui sort là-dessus, c'est vraiment au niveau des entreprises, il y a des actions qui deviennent très, très urgentes. Au niveau de Monroc, déjà, avant Mission Change, on avait beaucoup réfléchi à notre empreinte carbone. On vient de lancer un poêle à granulés. Donc, à côté des essieux, on fait des poêles à granulés. Ça s'appelle Cocon. Donc, on se diversifie, mais dans un domaine responsable. Et en fait, tout ça, je pense qu'on sera de moins en moins isolé dans ces démarches-là. J'aimais bien la réflexion de Maud tout à l'heure, qui était de dire nous, on a un métier qui est très orienté vers le sens et on est assez heureux de constater qu'en fait, on avait une réflexion qui répondait vraiment au moment présent. Et j'ai l'impression que les entreprises qui seront armées sur ces aspects au-delà de la sphère économique de l'entreprise seront mieux armées que les autres pour affronter demain. Et en effet, Mission Change, c'est une initiative qui est partie avec, donc Anne-Sophie est avec moi, on a 2 autres amis. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec nos moyens qui sont les nôtres. Nos moyens, c'est quoi? C'est une carnet d'adresses, c'est notre petite influence pour embarquer 50 chefs d'entreprise dans une aventure de 6 mois avec 5 ateliers. Et l'objectif qu'on se fixe tous ensemble, c'est de co-construire, de travailler ensemble avec de l'intelligence collective pour remplir une mission toute simple, économiser 20 000 tonnes de CO2 chaque année
Donc, notre objectif, c'est des entreprises du 44, du 85, des entreprises industrielles, parce que le bilan carbone est là. C'est là, l'empreinte carbone, c'est là qu'elle est. On faisait un comparatif ce matin. Une agence de communication, c'est 2 tonnes de CO2 par an. Mon activité à moi, c'est 140, pardon, par salarié. Mon activité, c'est 140 tonnes de CO2 par salarié. On fait juste de la mécanique, mais on consomme un produit qui est terriblement impactant, c'est l'acier. Donc voilà, notre volonté avec notre petite équipe, là, c'est d'embarquer des amis, des chefs d'entreprise dans une aventure que moi je partage tous les matins quand je me réveille. Comment je fais? Je sais que j'ai un rôle à jouer sur le climat, sur la planète, mais par quoi je commence? Et vous avez le sentiment que oui, la période qu'on vient de vivre a été moteur, déclencheur pour les dirigeants? Ben, oui, il y a un espèce de déclic. Oui, c'est ça. Tout ce temps qu'on a passé entre nous, en introspection, comme on le disait, nous a mis face à nous-mêmes en se disant la nature est plus puissante que nous. La nature est plus forte. On s'est pris une claque là, pour ne pas dire autre chose. Et comment on fait pour que sur d'autres sujets ou sur un sujet un peu décalé, mais qui est peut-être pas si décalé que ça finalement, on ne se prenne pas une autre claque qui est peut-être encore, enfin, forcément beaucoup plus terrible que celle d'aujourd'hui. Donc oui, la conscience monte et on sent vraiment des personnes qui étaient hésitantes jusqu'à maintenant à dire oui, vous avez raison, on a un truc à faire. Oui, alors faut l'espérer, mais je reviens juste un petit peu en arrière avec vous, Patrick Vallée, parce que vous évoquiez que vous avez une offre éco-responsable et finalement, dans la période, alors peut-être parce que là on était dans l'urgence, donc une fois qu'on va redémarrer, qu'on va être sur un mode à peu près normal, on y pensera un peu plus, mais finalement cette offre éco-responsable n'a pas été plus sollicitée qu'avant. Ceux qui n'étaient pas déjà conscients pour ce genre de choses, on a continué. Notre offre éco-responsable, elle est en augmentation, mais on part d'abord c'est des cycles longs, et on part, je dirais, sur une pente qui est relativement douce, entre guillemets. D'une façon plus générique, je pense que le futur sera différent. Ça, c'est évident. Au niveau des ressources naturelles, on a consommé en 20 ans l'équivalent de toutes les ressources depuis le début de l'humanité. C'est plus une claque, on le sait. Donc, est-ce que justement le Covid va permettre encore plus de prendre conscience de ce genre de choses? Maintenant, je suis pragmatique, ça mettra énormément de temps de mon point de vue. Ça part d'abord sur des convictions. On a un cap vers l'avenir. On a un cap que nous devons prendre en main si on veut être différent, meilleur pour l'humain, meilleur pour la planète. Et tout ça, ce sont des convictions. Après, le business, moi, je suis assez attaché à l'économie bleue, hein, qui affiche sans complexe sa volonté de faire du business propre, sain, qui réutilise les déchets. Donc, d'où notre offre éco-responsable et qui voit l'environnement et l'humain comme une ressource précieuse. Mais tout ça, ce sont des affaires de conviction. Ouais, pour conclure, parce que le temps tourne et je voudrais laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Jean-Loup Racine, peut-être pour conclure, le monde d'après, il sera résolument différent? Alors, il sera. Alors, d'abord, je ne suis pas devin. Moi, vous me posez cette question. Je suis juste patron du phare et associé chez Boss to Boss. Non, il n'y aura pas de retour en arrière. Moi, il y a un truc qui me plaît, c'est qu'on ne va plus être obligé toujours d'aller le lundi matin à 6h30 prendre le TGV pour aller rencontrer des gens à Paris. Ça, je trouve que ça, c'est bien et ce n'est pas pour déplaire à Olivier, je crois. Déjà, le mode d'organisation du business en général va changer. La France va peut-être retrouver une vision moins jacobine. Je ne veux pas faire de politique non plus, mais je trouve que ça, c'est une vraie chance qu'on a, c'est de réimaginer notre paysage et donner sa chance aux régions et aux territoires. Il y a un truc que j'ai en tête et qui répond à une des questions qui a été posée, c'est est-ce que ça va perdurer les outils? Ouais, je crois. Il faut surtout qu'on repense l'organisation et la vision qu'ont nos commerciaux de faire le commerce aujourd'hui. Ça, c'est super important. Et c'est une chance. Moi, j'ai fait partie de cette génération, hein, j'avais fait le calcul un jour, qui vendait
des imprimés informatiques dans le début de ma carrière. J'avais fait le calcul que je passais 5 mois de l'année, 5 mois, 8 heures par jour, sur la route. 5 mois, on a autre chose à faire, quoi, franchement. Et donc, nos commerciaux, c'est pas derrière un volant, en fait, que ça va se passer. Je pense que c'est autrement. Donc, c'est un vrai sujet à traiter. Donc, ça va changer. Ça, oui, je suis sûr. Et puis, juste pour finir, j'avais un chef d'entreprise hier matin, j'ai envie de vous le dire, qui me disait, bah, moi, ce que je dis à mes commerciaux, c'est de profiter de ces semaines d'abstinence, parce que c'est pas facile de mettre des gens qui sont dans l'action au chômage partiel, quand même, hein, c'est pas banal, pour voir le monde différemment et vraiment écouter leurs clients avec des yeux neufs et des yeux qui brillent, quoi. C'est vraiment ça. Parce que ça, c'est une chance extraordinaire de se réinventer, donc une nouvelle façon de voir le commerce. Très bien, je vous propose de conclure sur ça. Je vais repasser la parole à Olivier de Marignan et Anne-Sophie Bourrigaud prendra le relais derrière pour effectivement nous parler, nous faire un compte-rendu du questionnaire et des réponses que vous avez pu apporter. Olivier de Marignan. Le micro ne doit pas être branché, Olivier. On ne vous entend pas. Voilà. Je remets le micro de conférence pour ce meet-up et merci à tous les intervenants. Moi, j'ai entendu, je me suis régalé, bien entendu, mais j'ai entendu quelques mots. Je voudrais juste les citer. D'abord, plus de profondeur. Si jamais on pouvait résumer cette période et une vraie attention à l'autre. J'ai entendu ça, ça fait chaud au cœur de voir que des chefs d'entreprise peuvent imaginer que la suite pourrait se baser sur des réactions de cette nature. Une aventure possible. Et le code a changé. Je sais que cette phrase est chère à Jean-Loup. Voilà, des défis, des engagements, de la réactivité. Avant le Covid, c'était impensable. Après, c'est devenu possible. Ça nous emmène à être plus humains. On se voit moins, mais on se voit mieux. Voilà, ce sont des mots qui sont forts. Retour d'une certaine émotion. D'ailleurs, une des questions que l'on a, c'est jusqu'où est-ce que vous pouvez nous donner la dimension de cette émotion nouvelle est-ce que c'était Maud, je crois, qui avait utilisé ce terme, est-ce qu'elle pourra répondre là-dessus? Il y avait des questions sur cette agilité nouvelle. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est éphémère ou est-ce que ça va persister? Jean-Loup disait tout à l'heure que ça durera. Les autres, qu'en pensent-ils vraiment? D'accord? Ça, c'est mon téléphone, excusez-moi. Et puis, cette prise de recul, cette prise de conscience sur quelque chose de nouveau. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses extrêmement positives. C'est un enthousiasme incroyable. Alors, c'est vrai qu'il y a des tas de difficultés, que la crise, elle s'installe, elle s'est installée. On entend parler partout, et là encore à l'instant, de plans de relance qui se chiffrent par dizaines ou par centaines de milliards. On sent bien qu'on est dans un monde assez particulier. Mais je trouve que vous, chef d'entreprise qui faites finalement le tissu économique de la France, vous avez une pêche incroyable, vous avez des mots qui sont enthousiasmants. Est-ce que ça va durer? C'est la question que j'avais envie de poser à Olivier Croix ou à Maud Chevalier ou à Patrick Vallée ou Jean-Loup Racine, je connais sa réponse. Est-ce que ça va durer? Je peux donner des éléments de réponse. Bien sûr que demain matin, ça va repartir comme avant. Parce que on doit remettre du carburant dans l'économie, on doit refaire fonctionner la machine, on doit payer nos salaires, on doit garantir un emploi à nos équipes. Donc là, demain matin, ça va repartir comme avant parce qu'on n'a pas mieux à offrir. Mais je pense quand même qu'on va être nombreux à se lancer demain dans des projets de moyen ou long terme dans lesquels on va opérer des bifurcations. Les projets qu'on mettra sur la table demain ne seront pas les mêmes projets que ceux d'hier. Mais bien sûr, parce qu'il faut faire taire tous les commentateurs qui vont dire vous voyez bien que le monde de demain il est exactement comme le monde d'hier. Oui, le monde de demain tout de suite, là, après-demain, il sera un peu comme avant. Mais par contre, il peut y avoir une lame de fond qui sort, qui, elle, va préparer quelque chose de différent. Et je crois profondément à ça. Et je l'inscris dans mon obligation de changer des modèles et de changer des choses. Oui, Maud, vas-y. Oui, ouais, je pense qu'il y a aussi des choses qui peuvent quand même changer assez rapidement.
Et je rebondis du coup sur la question aussi des émotions, juste à titre d'illustration, mais nous en interne, on a mis en place un parcours de reprise parce qu'on s'est dit comment on fait pour que, après cette période de 2 mois où effectivement les liens ont été un peu plus distants, enfin comment on fait pour réengager tout le monde? On est 25 et on voudrait réussir à se réaligner, à se réénergiser, parce qu'on l'a dit, il y a eu beaucoup de fatigue, il y a eu de l'épuisement pour certains. Et comment on fait du coup pour redonner du sens à tout le monde. Et on a fait quelque chose que je crois qu'on n'aurait pas fait il y a 2 mois. On a mis en place un parcours en 2 temps. Le premier temps, c'est un temps vraiment d'écoute de nos collaborateurs à travers un questionnaire qui va assez loin sur qu'est-ce que cette crise a suscité chez vous en termes de questionnement, comment vous interrogez votre rapport au travail aujourd'hui, etc. Les collaborateurs nous disent avoir mis près de 25 minutes pour répondre au questionnaire. Donc, pour vous dire à quel point c'est allé chercher, je crois, dans leur trip. Et puis la deuxième chose dans cette phase d'écoute, c'est qu'on a mis en place le mur des émotions. Donc on a mis un mur digital en fait avec toutes les émotions qui sont représentées, la colère, la peur, la tristesse. Et tous les collaborateurs sont venus apposer des post-it digitaux sur ce mur pour dire ce qui pendant cette période avait généré chez eux de la colère, de la joie, de la tristesse. Et ça, je crois qu'il y a 2 mois, on n'aurait pas mis en place un mur des émotions dans notre entreprise. Je crois que vraiment, on passe un cap, on va plus loin. Et je pense qu'il y a déjà des choses qui peuvent changer aujourd'hui sur la façon dont on parle à nos équipes et sur la façon dont on va chercher vraiment ce qui s'est passé chez eux pendant cette période. Ouais, très bien. Patrick, alors, ça va durer? Alors, pour moi, je partage, disons, les propos d'Olivier de tout à l'heure, où on va repartir pleine balle demain. Toutefois, déjà sur le télétravail, on a changé. Le télétravail tel qu'on le voyait avant est totalement différent. Et même, je dirais, notre premier risque chez Tipco, c'est les déplacements en voiture. On a un parc de quasiment 800 véhicules, donc tout le monde est sur la route. Eh bien, on cherche depuis très longtemps comment on peut diminuer ces déplacements. La visioconférence en est un outil. La proximité en est un autre. On est dans un schéma sur des cycles longs, mais le changement, il est là. Après, quand on vient rajouter la couche, on va dire, de développement durable, je dirais de la responsabilité sociétale, etc., etc. Donc, nous, on a déjà démarré depuis un moment sur le sujet. Je pense que ça va être un accélérateur, ce Covid, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'était pas convaincu. On arrive à fonctionner d'une façon différente. L'humain, évidemment, il est autour. Le numérique, si on ne fait que du numérique, les gens vont pleurer, évidemment. On va s'assécher. Mais l'humain, il est déjà présent chez Tipco. Parce que de toute façon, la confiance, une des interrogations que l'on a, c'est est-ce que la confiance des entreprises va repartir pour que justement tous les projets de cycle long redémarrent. Tout ce qui est sur du run à l'instant est nécessaire, je dirais, va occulter peut-être ces changements, parce qu'il va bien falloir faire tourner les machines. C'est sur des projets de transformation, des projets cycle temps long qui vont, je dirais, être un bon indicateur. Merci. On avait posé un questionnaire juste avant ce 5e café. Et Anne-Sophie peut vous en donner un retour parce qu'il confirme un peu ce que vous dites. Hein. Anne-Sophie, on peut parler du résultat des questionnaires? Oui, tout à fait. Merci, merci à tous de votre intervention. On arrive au terme de ce Meetup Café du Boss 5. Ce Meetup Café du Boss, on l'a construit sur la base des réponses que vous avez apportées au sondage qu'on vous a fait parvenir le 8 mai. Pour lequel vous avez participé jusqu'à aujourd'hui. Vous avez été 35 à répondre à une question ouverte qu'on a posée, avec laquelle on vous demandait ce que vous reteniez de positif de ce confinement. Alors voilà les réponses. Hop. Les réponses, elles apparaissent à l'écran, si vous le voyez. Ce que vous mettez en avant massivement, c'est l'adaptabilité, la capacité à travailler autrement, avec des visios à distance, ce dont parlait notamment Patrick à l'instant, l'agilité, en fait c'est vrai, on est tous agiles et on a été capable de s'adapter très rapidement et aussi de savoir lâcher prise, de peut-être être moins dans le contrôle et plus dans la confiance.
Le deuxième point qui est ressorti assez fortement, c'est le recentrage, se recentrer, donner du sens, se fixer des objectifs prioritaires, peut-être mettre de côté ce qui l'était moins, travailler sur des sujets de fond, passer du temps en famille, dans la nature, et puis ralentir, prendre du recul, ce dont parlait Maud aussi tout à l'heure. Le troisième point qui ressort pour un tiers d'entre vous, c'est la prise de conscience environnementale qui impacte et qui motive à repenser la façon d'opérer son métier et d'améliorer son bilan carbone. Ça, il y en a un tiers qui le mettent en avant. Le côté solidarité de l'équipe, l'engagement, la cohésion, la résilience, le fait que l'équipe soit ressoudée, c'est important aussi, ça a été mis en avant de façon assez forte. Le fait que la période soit riche d'opportunités aussi, avec la créativité, le travail collaboratif qui peut être fait même à distance, le renforcement et la création de liens, une dynamique de changement, une accélération de la digitalisation. Voilà, ça c'est 24% d'entre vous qui ont cité ces choses-là. Vous avez aussi parlé de prise de conscience sociale, sociétale, avec une mise en avant de certains métiers qui étaient peut-être un peu oubliés. C'est le cas des infirmières, c'est le cas des caissières. Certains aussi ont cité les banques dans ce sondage. Et puis cette période, avec des relations un peu modifiées, a permis de révéler des fonctionnements et même peut-être dysfonctionnements en interne, avec le fait qu'il est fondamental de bien communiquer en interne. Ça a renforcé les liens. Je pense que c'est Jean-Loup qui nous disait la semaine dernière, on n'a jamais autant communiqué, notamment chez Boss to Boss, parce que c'était quasiment tous les jours pendant cette période, avec les associés. Et puis le dernier sujet, c'est le fait d'avoir envie de rebondir, d'entreprendre à nouveau, de repenser ses business models, de se recentrer sur des business qui soient vitaux, essentiels, nécessaires. Et puis il y a une personne qui n'a pas trouvé de positif pour répondre à cette question. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il y a cette image qui a pas mal circulé, qui montre que partout la nature a repris ses droits, et c'est aussi un des effets positifs du confinement de la planète. Et du coup, c'est le petit moment pub pour Mission Change, n'est-ce pas Olivier? Si vous vous retrouvez dans ce projet de vouloir contribuer à changer et améliorer votre empreinte carbone pour votre entreprise, rejoignez-nous sur missionchange.org, rejoignez nos partenaires que vous voyez affichés ici, et puis voilà, participez à notre programme, nous vous accueillons à bras ouverts. Et après, nous, on a profité chez Boss to Boss de cette période de confinement pour essayer de voir comment être encore plus utile à nos clients et à nos boss. On a travaillé sur des offres adaptées au contexte. Jusqu'à présent, on accompagnait nos clients dans les questions stratégiques qui étaient plutôt des questions à moyen et à long terme. Aujourd'hui, la stratégie, elle s'est considérablement raccourcie. On est sur des questions stratégiques à très court terme, voire à court terme. Et donc, on a travaillé sur comment mieux accompagner nos clients sur ces questions. On va se permettre de vous envoyer pour vous remercier, faire un petit mail pour vous remercier à vous tous d'avoir participé, de nous avoir écoutés. Et donc, on vous enverra notre petite plaquette sur ces nouvelles offres. Merci beaucoup à nos partenaires qui nous ont suivis sur ces 5 Meetup Café du Boss. Merci Florence, merci Stéphane d'ARL de Lettres API de West France. Merci beaucoup d'avoir été dans l'animation, au cœur de l'animation de ces Meetup Café du Boss. Merci beaucoup à EFI Connect, qui est aussi représenté ici par le biais de Maud, qui nous a accompagnés sur la solution technique pendant ces 5 meet-up. Merci à NAPF et Réseau Entreprendre qui ont relayé chacun de nos meet-up. Donc c'est grâce à vous que tout ça a bien fonctionné. Je parle au passé parce qu'on arrive au terme de ces sessions. On vous a accompagné, on a mis en place ces meet-up sur l'ensemble de la période de confinement. On voulait faire ce bilan d'après-confinement et maintenant, voilà, c'était notre dernier meet-up sous ce format-là.
Merci à tous nos boss et à tous nos experts que vous voyez ici affichés qui ont permis d'avoir ces moments riches de partage et d'interaction. Voilà, on a eu 29 boss et experts qui ont participé activement, donc c'était vraiment chouette avec un super soutien de chacun d'entre eux et des moments riches en partage. Un petit coucou aussi à l'équipe Boss to Boss qui a mené de front une organisation de meet-up qui est assez prenante, il faut le dire, tout en accompagnant nos clients et nos boss, tout en gérant pour une partie d'entre eux la famille et l'école à la maison. Donc et tout ça, et en gérant la communication, donc tout ça s'est super bien passé. Donc merci, vous avez été parfaits. Et puis merci à vous, tous ceux qui nous ont écoutés pendant ces 5 meet-ups. Merci aussi pour vos messages, vos gentils messages. Merci pour votre participation à nos sondages. Vous étiez entre 100 et 160 inscrits à chaque session. Ça nous a fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Au plaisir et à très bientôt. Bon, parfait. On coupe et on se reconnecte ou on reste connecté?